essayer de tenir 20 minutes, rassure-toi, Anne-Cécile. Ah bah, je vais t'arrêter sinon. Merci de ta présentation. Il y a tellement de choses qui se sont dites ce matin que ça va me permettre d'être beaucoup plus bref. Bon, moi j'avais évidemment, il est clair que sans démocratie sociale, pas de démocratie politique. Sans démocratie politique, pas de démocratie sociale. Ça me paraît très clair. L'important, c'est de savoir comment on essaye d'articuler, c'est le titre de la séance de cet après-midi, combats politiques et combats sociaux. Alors, pour faire assez court, je vais essayer de vous dire un petit peu mon opinion, qui est aussi l'opinion de l'organisation politique à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire le PARDEM, Parti de la démondialisation. Je vais essayer de vous résumer ça en 5 ou 6 têtes de chapitre, en essayant de ne pas trop nous répéter par rapport à ce qui a été dit ce matin. Donc je vais vous parler de la souveraineté, de la Constitution, de la démocratie sociale, de la démocratie politique, et puis, si j'ai le temps, une petite conclusion. Alors, sur la souveraineté, tout a été dit ce matin, je serai assez bref grâce à nos deux intervenants, nos 4 intervenants même de ce matin, qui en ont un petit peu parlé, mais surtout d'André et Samuel, que je salue encore une fois, parce que c'est une très bonne thèse et je vais vraisemblablement l'acheter. Alors, la souveraineté, bon, pour être clair, il faut remonter, bon, on pourrait remonter beaucoup plus loin, mais soyons clairs, soyons brefs. Souveraineté nationale et souveraineté populaire. Tout ça remonte à la Révolution de 1789 pour ce qui nous concerne. Je sais qu'il y a des auteurs qui prétendent que la souveraineté nationale n'a été théorisée que au milieu du 19e siècle. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Cet auteur s'appelle Monsieur Bacot, j'ai oublié le prénom. Il suffit de se reporter aux déclarations d'une part Sieyès et d'autre part Robespierre. Sieyès, souveraineté nationale, puisque la nation ne saurait être représentée que par ses élus. Les élus pensent, réfléchissent, décident pour le peuple. Ça, c'est Sieyès, tout cuit. Même si on peut lui reconnaître le mérite, comme on disait tout à l'heure, d'avoir écrit un petit bouquin qui a compté quand même pour la Révolution. Qu'est-ce que le tiers-État? Pour Robespierre, c'est pas du tout ça, la souveraineté. Pour Robespierre, c'est la souveraineté du peuple. C'est-à-dire, je dirais, des formes de démocratie directe. Puisque vous savez qu'il a soutenu longuement, même si ça n'est séparé un petit peu à la fin, les sans-culottes. Et les sans-culottes étaient organisés en sections. Ça vient de loin, vous savez ça. Le mandat impératif, tout ça, ce que je disais ce matin, ça vient d'eux. Et donc, voilà, les deux théories, souveraineté nationale, souveraineté du peuple, apparaissent dès la Révolution. Notre grande révolution, dont il faut que nous soyons fiers dans ce pays et dont on ne parle jamais assez. Alors, est-ce que la France aujourd'hui, le peuple français est souverain? Bon, j'en ai un petit peu dit ce matin aussi, je ne me répète pas. Lorsque vous considérez, vous analysez, j'ai une spécialiste du droit européen à côté de moi, elle me dira si je me trompe ou pas, dans la discussion. L'Union européenne, ben voilà, c'est quoi l'Union européenne? C'est quoi le droit européen? Ce sont les traités, bien évidemment. C'est quoi les traités? Ben c'est, voilà, Maastricht, Nice, Lisbonne. Bon, notamment. Qu'est-ce qu'ils disent ces traités? Ben voilà, premièrement, c'est ce que je disais, c'est l'organisation du dessaisissement du pouvoir politique des peuples. D'accord? Puisque vous n'avez plus de politique budgétaire et financière, Banque centrale européenne, vous n'avez plus naturellement de politique militaire et diplomatique, adhésion obligatoire ou presque à l'OTAN pour les membres de l'UE. Je passerai sur la politique de l'OTAN depuis 1991, c'est pas le sujet, mais on pourra en débattre si vous voulez. Politique économique, à partir du moment où on n'avait plus de politique budgétaire et monétaire, il est difficile d'avoir une politique économique et industrielle.
Et depuis que nous sommes passés à l'euro, il ne vous a pas échappé que la puissance industrielle de la France est totalement détruite et déclinante. La part de l'industrie dans le PIB, 22% avant l'euro, 12% aujourd'hui. C'est clair, je pense. Et je pense que quand on a eu le mouvement des Gilets jaunes et quand on a eu ensuite l'épidémie, vous avez bien vu qu'on manquait de tout. C'est un ancien directeur d'hôpital qui peut vous en parler. Masque, gel, respirateur, tenue stérile dans les blocs opératoires. Vous vous souvenez de cette infirmière qui se couvrait d'un sac poubelle? Médicaments. La France incapable, seul membre du Conseil de sécurité à titre permanent, de produire un vaccin. Affaire industrielle que vous connaissez comme moi, je rappelle pas. Donc, nous ne sommes pas un peuple souverain. La souveraineté du peuple a été confisquée par les traités européens. Qu'est-ce qui se passe en 2 mots? Je passe au deuxième point ensuite. Qu'est-ce qui se passe au niveau européen? Vous avez un parlement, soi-disant parlement européen, qui n'a même pas le pouvoir législatif, puisque vous savez que le Parlement européen inaugure les chrysanthèmes. Il discute de quoi, le Parlement européen? Il discute de ce dont il est saisi par la Commission de Bruxelles. Donc, le Parlement européen n'a pas le pouvoir législatif. OK? Donc, c'est un Parlement croupion. Voilà. Non seulement on dessaisit les peuples de leur souveraineté populaire, mais en plus on la confie, cette souveraineté, à des organismes non élus. La Commission, la BCE, notamment. Bon, donc, il n'y a pas de souveraineté populaire dans ce pays, ainsi que dans l'UE, et notre grand objectif est de la reconquérir. Et là-dessus, seule une constituante, effectivement, pourra réaliser cette affaire. Ce qui me permet de passer au deuxième point. Alors oui, avant de passer au deuxième point, ah oui, mais vous êtes des nationalistes, ah, puisque vous n'approuvez pas la souveraineté européenne, qui est un concept, un syntagme et un concept vide, un signifiant vide, souveraineté européenne, comme je l'ai dit ce matin. Vous avez des Italiens, des Allemands, des Anglais, tout ce que vous voudrez. Il n'y a pas de peuple européen. Bon. Ah oui, mais vous êtes des nationalistes. Oui, pas des nationalistes. Nous sommes sur la nation de 1792. La nation de 1792 qui a créé la première république que nous fêtons tous les ans en collaboration avec l'APUC. Et cette constitution de 1792, c'était la nation, mais la nation formée par le peuple français. Et c'est là qu'il y avait, si vous voulez, une synthèse très intelligente entre souveraineté nationale et souveraineté du peuple, à cette époque-là, puisqu'elle a créé la Première République. Et pour moi, la Première République, c'est le régime, par excellence, le plus démocratique qu'on ait jamais connu, contrairement à ce qu'on pourrait en penser, depuis la chute de la monarchie de droit divin. Bien. Alors, Constitution, on en a pas mal parlé ce matin. Alors, évidemment, vous avez plusieurs façons de faire... Bon, d'abord, un peuple, c'est le seul titulaire légitime du pouvoir constituant. Quiconque s'attribue un pouvoir constituant de façon partielle est en dehors de la démocratie. Donc, pour que le peuple puisse exprimer son pouvoir constituant, eh bien, il n'y a que lui qui peut le faire, et tout cela, ça s'organise. C'est pour ça que je faisais une distinction entre démos et laïos ce matin. Et donc, plusieurs façons de faire une nouvelle constituante. D'abord, un peuple peut avoir un pouvoir déconstituant. C'est-à-dire, c'est ce qui a été dit ce matin, il n'accepte plus de travailler, de vivre politiquement dans le cadre d'un système établi. Et comme le peuple est souverain, ce qu'il a fait hier, il peut le défaire aujourd'hui. Et ce qu'il a fait hier, il peut faire le contraire demain. Nous sommes en démocratie dite représentative. Nous voulons demain être, là j'exprime une opinion personnelle, en démocratie délibérative. Ce qui est totalement différent par rapport au système représentatif. Alors nous ne voulons pas d'une nouvelle constitution qui serait créée comme celle de 58, 4 octobre 58, sous la houlette de Michel Debré, membre du Conseil d'État,
homme lige du général de Gaulle, lequel avait d'autres mérites, hein. Mais là, pour le coup, il a fait une constitution, si vous voulez, authentiquement rédigée par des experts, entre guillemets. Une quinzaine de conseillers d'État et autres avocats ou juristes qui ont cogité en petit comité, même si le général de Gaulle, il avait ce mérite, a fait passer ça par référendum ensuite. Mais il n'empêche que cette constitution est le fruit d'experts. Ce que nous ne voulons pas. Ça a suffisamment été expliqué ce matin, j'y reviens pas. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est l'élaboration donc d'un projet constitutionnel par l'intermédiaire d'une assemblée constituante. C'est un peu plus démocratique. C'est celle de 1946, constitution de la 4e République, faite effectivement par une assemblée constituante. Ce que nous disons, nous, aujourd'hui, puisque nous avons quand même l'expérience depuis 1945-1946, c'est que c'est pas encore suffisant. Il faut que cette nouvelle constitution soit discutée, ça a été bien dit par André, et nous sommes d'accord là-dessus, ce matin. Il faut que ça soit relayé par le peuple lui-même. Or, le peuple lui-même, il est où le peuple lui-même? Il est dans les communes, il est dans les quartiers, il est dans les entreprises, j'en parlerai tout à l'heure. C'est à eux de donner un avis très clair, très précis. Ils en sont capables. Parce que contrairement à ce qu'on nous dit, il n'y a pas que les élus qui sont capables de débattre. Le peuple lui-même est capable de débattre de façon directe. Les Gilets jaunes nous l'ont démontré il y a quelque temps. Mais pas que. Les Gilets jaunes, c'est la dernière manifestation. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler toutes nos expériences historiques, puisque nous avons, nous, connu tous les régimes politiques dans ce pays. Hein, ça a été dit ce matin. Tous, absolument tous. Monarchie de droit divin, monarchie constitutionnelle, première république, régime d'assemblée, tant décrié, mais pour moi la meilleure. Consulat, d'abord, thermidor, directoire, bon, etc. Et dictature, bien sûr. Dictature pétainiste, mais avant aussi bonapartiste. Bon. Alors, voilà, nous voulons une nouvelle constitution. Bien sûr, rien ne pourra se faire si on ne change pas de système politique. Mais il y a façon et façon d'arriver à ce système politique nouveau. Et la seule façon légitime et démocratique, c'est que le peuple lui-même s'empare de cette affaire. Et il est tout à fait capable de le faire. Démocratie sociale, bien sûr, ça a été dit. Pas de démocratie politique sans démocratie sociale, et réciproquement. Je prendrai 3 exemples qui ont été un petit peu développés ce matin. La démocratie ne doit pas s'arrêter aux portes des entreprises. Si nous voulons un système démocratique, il faut s'attaquer à l'entreprise capitaliste. Il faut s'attaquer effectivement au problème de la capacité du salariat. Je vous signale que le salariat regroupe en gros plus de 90% de la population dans ce pays. Hein. D'accord. Vous vous reportez pour ça à un certain nombre d'études sociologiques sur lesquelles je ne reviens pas. Si nous ne remettons pas en cause la propriété privée des grands moyens de production, et si nous ne nous emparons pas de la gestion des entreprises et de tous les établissements publics, c'est-à-dire tous les services publics, et si nous ne donnons pas ce pouvoir de gestion aux salariés eux-mêmes, nous ne parviendrons jamais à mettre en place une démocratie politique dans ce pays. Tout est lié. Premier point. Donc, et en plus, on a un modèle dans ce pays. Vous voyez, finalement, on a à peu près tous les outils. Je vous parlerai des SCOP, les sociétés coopératives, ouvrières de production, désormais sociétés coopératives et j'ai oublié le P. Participative. Bon, alors vous savez ce que c'est? Je n'insiste pas, mais on pourra en débattre. Eh bien, je pense qu'il faut que nous généralisions cette affaire au niveau de l'ensemble du pays, non seulement au niveau des entreprises productrices de biens, mais également au niveau de tout ce qui est service public et tout ce qui est producteur de services. Par exemple, l'hôpital public, dont on a parlé tout à l'heure. C'est encore une fois un ancien directeur d'hôpital, y compris de celui de Montreuil, qui vous parle. Bon, ça a été décrit ce matin, je ne reviens pas. Depuis 1958, nous assistons
au dessaisissement de la gestion des hôpitaux publics d'entre les mains des élus. Puisque vous savez que le conseil d'administration, qui était composé avant d'élus de la sécurité sociale et des syndicats, il n'y avait pas les usagers, ils y sont désormais, on les y laissera, sont devenus, ces conseils d'administration, des conseils de surveillance. Tiens, conseil de surveillance. New Public Management. New Public Management, d'accord? La sémantique n'est pas un phénomène du hasard, si vous voulez. Hein. C'est pas rien de passer d'un conseil d'administration à un conseil de surveillance. C'est que entre-temps, alors réforme HPST, j'en passe, Touraine et le dernier, hein, qui va nous en sortir une bientôt, le pouvoir n'appartient plus au conseil de surveillance, il appartient au directeur. Et les directeurs, puisque, vous savez, il y a un exemple précis pour voir où est le pouvoir. Qui prépare le budget d'un hôpital? Parce que le budget, c'est, je dirais, l'outil politique par excellence d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public. Eh bien, c'est le directeur, en liaison directe avec le directeur de l'ARS, l'Agence régionale de santé, ex-ARH. Bien. Et le conseil de surveillance, il est consulté. Alors, il peut critiquer, il peut dire « Monsieur le directeur, mais c'est finalement le directeur de l'ARS qui tranche. Bon. Nous, ce que nous proposons, c'est que les hôpitaux publics soient gérés par un retour au conseil d'administration, mais que l'ensemble des personnels médicaux et non médicaux aient la majorité dans les conseils d'administration. Et nous proposons le rétablissement des anciens CTE, liquidés par les lois Macron, loi travail Macron, et les anciens CHSCT, également liquidés par les lois Macron du travail. Et nous proposons aussi, parce que nous estimons que les médecins, je respecte beaucoup les médecins, rassurez-vous, beaucoup travaillent avec eux, j'ai jamais eu de problème avec mes médecins, mes médecins entre guillemets, les formations professionnelles. Eh bien, ce qu'il faut faire, je pense qu'il n'est pas normal que 12% du personnel de l'hôpital, les médecins, ait une commission médicale consacrée, très corporatiste, et qu'il faut regrouper l'ensemble du personnel, médical et non médical, qu'il soit soignant, administratif, technique, généraux, tout ce que vous voudrez, dans un comité d'établissement. Comité d'établissement unique, comme nous avons un comité d'entreprise unique dans les entreprises ou dans les scopes. Et il faut que, effectivement, ce conseil d'administration soit majoritairement composé de salariés, des salariés de l'hôpital. Et puis, dernier point, la sécurité sociale, je n'y reviens pas puisque ça a été largement débattu tout à l'heure. L'une des principales mesures à prendre, c'est l'abolition immédiate des ordonnances de 67 et le retour de la gestion de ces caisses par les salariés et par les seuls salariés. Parce que, comme ça a été dit ce matin, les ressources de la sécurité sociale ne sont créées que par la production de valeur. Qui produit la valeur dans les entreprises? Sinon, le salariat. Quatrième point, la démocratie politique. Bon, à soi seul, ce point mériterait débat. Ce que je veux dire, je sais que je vais être juste, mais je vais conclure. Pour moi, le meilleur exemple de la démocratie politique, c'est ce que les antidémocratiques qualifient de régime d'assemblée. Donc nous voulons rétablir une Assemblée nationale souveraine. Pour nous, la meilleure façon de concilier nécessité de gouverner un pays et démocratie, c'est d'une part la représentation proportionnelle, mais avec, comme en Allemagne, comme en Grèce, comme dans beaucoup d'autres pays, la prime à la majorité. C'est-à-dire que le parti ou la coalition de partis qui arrive en tête serait assuré d'avoir la majorité, pour que le pays puisse être gouverné. Parce que si on applique la représentation proportionnelle aujourd'hui, nous arriverons à une Assemblée nationale qui sera très segmentarisée, et donc nous serions en situation de paralysie gouvernementale.
la représentation proportionnelle avec prime à la majorité serait bien plus démocratique que ce qui existe aujourd'hui, pour deux raisons. Aujourd'hui, c'est le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, qui a assuré à Macron, avec 18% des inscrits, 351 députés. Dans le système de l'ARP, c'est-à-dire la majorité, sur 577. Tandis qu'avec l'ARP, même avec la prime de majorité, tous les partis qui auraient au moins un nombre de votants égal au quotient national seraient représentés. Gros progrès par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Enfin, je voudrais donc conclure, puis on laissera le reste à la discussion. Donc je voulais simplement dire, 1, pas de démocratie politique sans démocratie économique et sociale. Il faut absolument que le salariat s'empare de la gestion des entreprises et des établissements publics et des services publics, financiers ou pas. Deuxièmement, pas de démocratie politique sans reconquête de la souveraineté populaire. Et la souveraineté populaire passe par une constituante, dans les modalités que je vous ai dites tout à l'heure. On a tous fait un petit peu d'histoire. Imagineriez-vous ce que serait le droit social dans ce pays s'il n'y avait pas eu des partis politiques au début du siècle dernier, fin du 19e, début 20e, parce que à qui doit-on le droit aux associations, le droit syndical, le combat pour Dreyfus, la loi de 1905, au parti bourgeois de la Troisième République, et au parti ouvrier de masse. Et au parti ouvrier de masse, qu'on oublie allègrement. Et par conséquent, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et je suis d'accord avec ce qui a été dit sur ma gauche, tant par André que par Samuel, que par Patrice, que par Michel, que c'est pas parce qu'effectivement les partis politiques aujourd'hui, c'est tout à fait catastrophique, pour la plupart d'entre eux, qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. On peut faire de grandes choses avec des partis politiques à partir du moment où nous saurons faire en sorte que ces partis politiques deviennent des partis de masse. Voilà. Ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème. Parce qu'aujourd'hui, la totalité des adhérents au parti, c'est 576 000 personnes. Oui. Moins de 1%. Moins de 1%. 576 000 personnes, c'est la moitié des adhérents du PC après la guerre. C'est pareil pour les syndicats. Du seul PC après la guerre. C'est pareil pour les syndicats. Bon, donc, je maintiens qu'effectivement, le peuple, pour moi, aujourd'hui, n'a pas d'autre outil pour conquérir le pouvoir démocratiquement que les partis politiques. On les appellera comme on voudra. J'ai parlé des partis de gauche, mais je pourrais parler des partis de droite. Hein. Par exemple, en 58, de 58 à 63 ou 4, moi je sais gré au général de Gaulle, il y avait un parti politique, et donc une majorité à l'Assemblée nationale, qui a imposé la sortie de l'OTAN, le boycott de la Commission de Bruxelles, la politique agricole telle qu'il l'entendait, etc. Voilà, vous voyez, je suis assez œcuménique. Je ne vise pas que les partis de gauche. J'ai compris qu'il y avait un gaulliste dans la salle. Rendons hommage à De Gaulle. Il a fait des bonnes choses. Vous verrez la cause de tout seul. Et je ne veux pas partir sans répondre à Jean-Pierre. Très brièvement. Il faut vraiment. Non, mais t'as été long. Je suis beaucoup plus. Je ne m'en rends pas compte. Sauf que là, il faut terminer sur le bloc les autres. Le droit obligatoire à l'emploi, ça veut dire qu'on casse du jour au lendemain le chômage de masse. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Pas avec des bullshit jobs. Hein. Pas avec des bullshit jobs. Parce que autant on a été capable, rappelez-vous, hein, ça a été dit ce matin par, je crois, Michel Sanzeux. En 1945, le pays était ruiné. D'accord. Il n'y avait pas plus ruiné que la France, tous les bombardements, etc. Bon. Qu'est-ce qu'on a été capable de faire? On a mis en place le régime général de la sécurité sociale. Il n'y avait plus un rond dans les caisses. On l'a fait quand même. On a bâti un système hospitalier sans recours au marché financier.
C'est la sécurité sociale qui a financé tout ça. On a été capable de faire ça. Et on ne serait pas capable de résoudre le chômage de masse? Mais est-ce qu'on peut m'expliquer en quoi l'État, et on revient à ce que disait Michel tout à l'heure, nécessité d'avoir un débat un jour sur l'État, ici, parce que c'est très important. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'État? Alors, voilà. Moi, Mais le dépassement du travail, étant marxien, je suis pour le dépérissement de l'État. Ce qui me fait avoir une petite divergence de vue avec mes propres camarades. Mais, avant qu'on arrive au dépérissement de l'État, il va falloir s'en servir. Parce que c'est grâce à l'outil de l'État qu'on foutra en l'air la bourgeoisie dans ce pays. Et toutes les injustices qu'elle crée. Voilà. Et donc, et je termine en disant, si on a été capable de mettre en place un régime de sécurité sociale avec un appareil hospitalier qui jusque dans les années 70-80, tenez la route, c'était le meilleur du monde. Si on a été capable de faire ça dans un pays ruiné, cassé, détruit, eh bien moi je dis que l'État est capable de mettre fin au chômage de masse. Un État contrôlé par le peuple, pas n'importe quel État. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. De quel État on veut? Nous à gauche, enfin, les forces révolutionnaires. Force progressiste. Force Force progressiste. évolutionnaire. Quel genre d'État on veut? Voilà. Il n'y a pas la gauche et la droite, il y a le ciel et la terre.